de la politique. Mais en revanche, à un moment donné, dans ma carrière, je travaillais à la télévision pendant 20 ans. Et après avoir quitté la télévision, j'ai trouvé un travail relativement opportuniste. C'était conférencier au Proche-Orient parce que je me suis toujours intéressé à l'Antiquité biblique. Et intéressé veut dire que sur 30 ans, j'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup voyagé. Et ce livre est en fait un petit peu le produit d'impressions et d'émotions acquises dans les pays du Proche-Orient. Alors, très curieusement, tout au long de ma vie, et comme la vie de chacun d'entre nous, le Proche-Orient a toujours été un endroit crucial et très... c'est assez hallucinant à quel point nous sommes toujours un peu pendus à l'histoire du Proche-Orient. D'abord parce qu'il y a d'une part Israël, Jérusalem et les trois grandes religions monothéistes qui y ont trouvé une assise historique. Et ensuite aussi parce que les conflits sont toujours là. Il y en a d'autres sur la terre, mais ceux-là ont toujours une connotation idéologique, religieuse, très passionnée. Et donc, à un moment donné, confronté à tout ça, j'ai voulu en savoir plus, étudier l'hébreu pour pouvoir m'y sentir à l'aise. Et malheureusement, je me suis arrêté là, je n'ai pas été jusqu'à étudier l'arabe, même si à un moment donné, j'ai épousé une arabe, mais bon, et je ne voyais pas l'intérêt d'aller plus loin dans l'étude des langues, mais plus dans l'étude des ethnies et des vies et des passions. Alors, un beau jour, on se retrouve à avoir envie, enfin, on a envie, on nous incite à écrire ce qu'on appelle un thriller, c'est-à-dire quelque chose qui fait peur. Et moi, le Proche-Orient m'a toujours fait peur. C'est une région sulfureuse du monde. Et puis aussi, c'est une région, je crois que c'est un petit peu dans le thème de la conférence que je suis censé présenter ici, c'est aussi une région où les intérêts mondiaux sont concentrés. Alors, il y a des raisons économiques, on le sait, avec l'Arabie Saoudite, le pétrole, le gaz, Doha, la façon dont le Qatar a pris une importance capitale en moins de 20 ans sur le plan économique. Il y a d'autres raisons aussi qui sont des raisons cruciales de situation. Il y a des raisons qui sont historiques. Le peuple juif a trouvé une terre. Le monde arabe s'est retrouvé derrière une bannière qui est plus religieuse qu'ethnique finalement. L'islam a été, à tort ou à raison, mais utilisé comme une espèce de réunion des peuples de là-bas. Et puis, on devrait, dans le monde que nous connaissons, c'est-à-dire dans un monde qui est soi-disant démocratique et qui est basé sur une économie de marché, on devrait pouvoir s'entendre avec tout ça, et surtout à travers un organisme comme l'Organisation des Nations Unies. Alors, il se fait que j'ai aussi vécu à New York et que j'ai beaucoup été assisté à des conférences publiques, à des réunions, tant qu'elles étaient accessibles à tout le monde, ou, avec ma carte de presse, à l'ONU. Je peux vous dire que c'est assez sidérant. Le niveau des politiques qui discutent dans les grandes réunions de l'ONU, je ne parle pas dans le comité, mais dans les grandes réunions de l'ONU, les grandes assemblées, celles qui ne sont pas donc inaccessibles, celles qui sont ouvertes au grand public, sont souvent du niveau de certains sous-secrétaires d'État wallons ou flamands. On se demande vraiment si le monde peut être dirigé par ce genre de personnages, défendant chacun leurs intérêts, mais en même temps avec un mot qui m'a paru souvent très hypocrite, c'est la diplomatie. Alors du coup, j'ai inventé un personnage dans ce livre qui n'existe pas, évidemment, puisque je l'ai inventé, c'est une fiction, mais qui pourrait être, si on devait focaliser tout sur une personne, ce que nous voyons et ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Le personnage s'appelle Élie Adam, qui porte déjà un nom assez curieux. Adam, c'est le nom du premier homme, et Élie, c'est le nom de Dieu, que ce soit en arabe, en hébreu, c'est toujours El, Élie, Elohim. Et cet homme est milliardaire, on ne sait pas pourquoi, on découvrira un peu à la fin.
c'est un marchand d'armes et il arrive à se hisser par les voies de la démocratie de l'ONU à la place d'administrateur général de l'ONU. Non pas secrétaire général qui a un rôle vraiment très politique, mais administrateur général, c'est plutôt un rôle administratif. Et de placer à l'intérieur de l'ONU, dans l'administration, des gens qui sont susceptibles de servir ses propres intérêts. C'est-à-dire la vente d'armes, mais aussi avec un côté antéchrist, c'est-à-dire je fais le bien autour de moi. Donc je distribue, en fait je crée des sous-services, voire peut-être même une espèce d'UNICEF, une espèce d'UNESCO à côté. Je sauve des biens en péril, je sauve des enfants, je distribue cet argent et en même temps, je suis le plus gros vendeur d'armes de la planète. Et ça m'a... Évidemment, là on est dans la fiction. C'est peut-être exagéré parce que finalement, on est proche de la BD, je suis d'accord. Mais ça m'a inspiré de raconter comment un seul homme pour faire basculer toute l'histoire de l'humanité dans une guerre totale. En ça, donc, une partie du titre, la prophétie. Après, pour avoir étudié beaucoup la Bible, par des chemins divers, je me suis demandé pourquoi un livre comme l'Apocalypse pouvait se retrouver dans l'enseignement théorique, mais aussi pratique de la religion juive, pas, mais chrétienne, mais en partie dans une forme, je dis juive parce que c'est un côté judéo-chrétien. Alors comment, par exemple, peut-on écrire des livres sur le chiffre nombre 666? Alors, tout le monde, les ésotéristes surtout, se permettent tout. C'est le diable, ça a même été approuvé à un moment donné par l'Église catholique romaine, c'est le diable, 666. À ma connaissance, partant de ce, je ne vais pas être très long là-dessus, mais partant de ce que j'ai comme connaissance, le latin, il n'y a pas de chiffre arabe. La Vulgate latine, c'est quand même la première traduction de la Bible, Saint Jérôme. Et avant ça, en grec, il n'y a pas de chiffre arabe non plus. Qui a été inventé ce chiffre? Sinon qu'il était écrit en lettres. Et pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de comprendre les choses autrement à travers peut-être des phénomènes historiques? Alors il y a eu des tas de versions. Au début, ce livre devait s'appeler 666. Mon éditeur m'a dit ça va faire peur à tout le monde, donc on ne va pas le faire. Mais la prophétie, c'est ça. Et puis on découvre dans ce livre, à un moment donné, qu'il y a une grande différence de temps entre le calendrier julien et grégorien, et même avant ça, on a fait beaucoup de manipulation des calendriers, au point qu'à un moment donné, j'invente le fait qu'il y a 44 ans de différence. Et si on enlève 44 à 666, ça fait 622. Et là, on tombe dans la polémique. Serait-ce l'islam, la bête sauvage qui monte de la mer et qui va détruire le monde? Voilà. Voilà pour le livre. Mais on est dans la fiction. Qui me dira qu'on n'a pas une certaine crainte de voir monter l'intégrisme? Qui n'a pas peur de Daesh ou n'a pas eu peur de Daesh, on a encore peur d'eux? Qui n'a pas eu peur d'Al-Qaïda? Des mouvements qui se revendiquent effectivement de croyances religieuses profondes et qui peuvent aller jusqu'à créer des combattants, des attentats. En fait, une pollution générale de tous les pays, je dis bien toujours prétendus démocratiques, et qui essayent de vivre dans la paix et qui se retrouvent face à des fanatismes. Tout ça, ça fait un peu sérieux parce que c'est mon côté peut-être journaliste. Après, bon, j'espère que dans ce livre, j'emmène les gens dans un voyage où on a encore quelques espoirs et puis on a aussi quelques frissons puisque c'est le principe d'un thriller. Maintenant, pourquoi écrire une fiction? Pourquoi ne pas avoir fait un livre sérieux là-dessus? Parce qu'en fait, j'en suis incapable. Parce que je ne suis pas capable, pas plus que les gens que je fréquente, pour la plupart des politologues, des sociologues, je ne suis pas capable de dire ce que va donner la politique de Donald Trump actuellement. Je ne suis pas capable de dire ce que va donner plus modernement celle de Macron ou ce qui va se passer en Allemagne sous peu. Et où mènent en fait toutes ces démocraties qui finalement n'en sont plus vraiment, puisque le monde est dirigé plus par l'argent que par des états de droit. Alors bon, on fait une fiction, et ça reste une fiction, et je l'espère. Vous
pourrais pas vous révéler la fin, mais si je devais vous révéler la fin, c'est pire que tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Voilà. Je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Si quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un a lu le livre, mais enfin, si vous voulez qu'on parle du livre en soi, sinon je peux continuer à parler de ma vision des choses, qui n'est pas une vision juste, qui est celle subjective d'un homme qui, depuis très longtemps, vit dans ces pays-là et qui a vu les choses. Je le disais tout à l'heure, c'est assez surprenant, mais il y a à peu près 15 ans, j'étais en Syrie et j'avais été pris en charge par des agents du gouvernement de Bachar el-Assad. Et ces agents, qui étaient nouvellement présidents, alors déjà c'est une monarchie, parce qu'il était président à la mort de son père, c'était son frère qui devait l'être, et puis c'est lui qui le devient. Et on m'a fait visiter des hangars où on m'a dit qu'il y avait 621, 23 MiG-25 prêts à décoller avec des armes nucléaires. J'ai pas cru que c'était des armes nucléaires, mais enfin, j'ai quand même roulé pendant près de 3 km en voyant des MiG-25 alignés les uns derrière les autres. C'était en Syrie il y a 15 ans. Je dirais que le MiG-25 c'est un petit peu dépassé maintenant sur le plan armé, mais c'était impressionnant de voir à quel point la Russie, et sans doute l'URSS avant, avait distribué ses armes aux El-Assad. Ils avaient les armes russes en leur possession. Ils pouvaient se défendre. Contre qui, contre quoi, ça, encore à voir. Après, on est allé me montrer, ça c'était il y a 10 ans, des nouveaux travaux qu'il y avait, je dirais, au nord de l'Irak et au sud de la Syrie, où on essayait d'installer des puits pour mettre des bases de béton pour construire un oléoduc. J'ai lu, comme tout le monde, après dans la presse, qu'il y avait eu des accords pour qu'un oléoduc traverse la Syrie et que des pays comme l'Iran, la Turquie, voire l'Arabie Saoudite, voire même la CIA se seraient opposés à ce que Bachar el-Assad puisse bénéficier de cet apport d'argent énorme, puisqu'il y avait évidemment des taxes qui allaient être payées pour traverser avec le gaz ou avec quelques énergies fossiles la Syrie. Je ne suis pas du tout un révisionniste, je ne suis pas du tout un négationniste, je ne suis pas en train de dire que bon, les tours du World Trade Center sont tombées parce que George Bush l'a voulu, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a quand même des choses qu'on ne nous dit pas. J'ai travaillé pendant 20 ans, non seulement dans une grande télévision belge, mais aussi pour des radios et même parfois pour des agences. Je vous cite un exemple, la guerre du Golfe 1. Comme beaucoup de mes confrères, j'y étais. Mais j'étais dans les tentes de monsieur le général Schwarzkopf et on regardait la guerre à la télé. Et on recevait les images des Américains. Et on les envoyait en faisant un scoop. Et mon directeur à l'époque, qui présentait le journal, disait la Troisième Guerre mondiale est déclarée. On se demande dans quelle mesure les médias actuellement ne sont pas, plus que moi, des auteurs de fiction. Parce que bien sûr on craignait la Troisième Guerre mondiale, comme le jour où les tours sont tombées à New York, tout le monde a craint pour sa vie, pour la paix, etc. Mais est-ce que c'est pour ça que nous devons être les metteurs en scène de phénomènes qui finalement font plus de l'audience qu'autre chose? Alors après, ben on lâche un peu la bride, on se dit on ne se gêne plus finalement. Pourquoi pas écrire une fiction, puisque ça fait 20 ans que j'assiste au milieu de journalistes qui sont tout aussi honnêtes que moi, mais à cette espèce de mise en scène. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger? Bien sûr. Nous sommes tous des enfants d'après-guerre et nous savons que la guerre c'est possible. Et que là aussi il suffit d'un homme parfois pour se dresser et pour s'adjoindre quelques autres hommes de sa même trempe. Et voilà, ça nous fait un Hitler, ça fait un Staline, ça fait tout ce qu'on veut. Mais j'ai l'impression qu'on fait plus de la fiction dans le journalisme maintenant que surtout dans le domaine de la télévision, mais on fait plus de fiction que du compte-rendu réel. Et puis il y a surtout une chose qui est rentrée en ligne de compte, c'est pour des raisons économiques, il y a de moins en moins de journalisme d'investigation. On n'a pas les moyens et on n'a pas les possibilités d'envoyer, ne fût-ce que maintenant. Prenons un exemple,
on n'a pas vraiment les moyens d'envoyer des journalistes, on l'a fait, mais en Corée du Nord. Ou alors ils suivent un guide, ils filment les statuts des chefs d'État et puis une ferme modèle, et puis ils rentrent chez eux. Donc le journalisme d'investigation est rendu difficile par le fait justement de la modernisation et de l'émancipation des médias. Tout le monde a accès à Internet maintenant, pratiquement, si du moins les États l'autorisent, mais je crois qu'à peu près la totalité de la planète, à part la Corée du Nord, l'autorise, et les moyens financiers, évidemment. Mais à partir du moment où on a accès à tout ça, eh bien, on limite finalement l'information réelle. Alors qu'avant, on nous reprochait justement de faire, même dans le cadre de journalisme d'investigation, d'avoir tendance à donner des opinions personnelles. Alors où va-t-on? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est l'équilibre? On ouvre le journal, on regarde et on se dit « Ah, le présentateur a dit que… » D'abord, il n'y a plus aucun présentateur qui a écrit ce texte lui-même. Je parle toujours de la télévision. Parce que dans un journal à presse écrite, on peut encore travailler de manière plus sérieuse, je crois. Le présentateur dit ce que la rédaction a approuvé et qui vient elle-même d'une agence de presse qu'on ne vérifie plus parce qu'on a un contrat avec elle. Ça peut être la VFP, Reuters, tout ce que vous voulez. Alors on apprend finalement que Reuters a un actionnariat qui est constitué à 60% de l'Arabie Saoudite. On est en train de se poser des questions si c'est pas Al-Qaïda qui dirige ou Daesh qui dirige Reuters. Non, bien sûr, on ne peut pas le dire. Il y a des filtres, il y a des choses très sérieuses qui sont dites. Mais à côté de ça, je trouve qu'il n'y a plus ce travail d'orfèvre, d'artisanat, du journaliste qui va sur place, qui prend des renseignements, qui en tire des déductions, qui les expose, qui est sujet à débat. Je ne sais pas depuis quand vous n'avez pas assisté à un débat à la télévision, parce que ce n'est plus des débats. Ce sont des faits acquis avec des opposants qui se confrontent. C'est des confrontations. Et on fait de l'audience avec ça. Donc voilà. Pourquoi pas, finalement, pardon, hein, mais de faire une fiction, finalement. Parce que j'ai l'impression que moi, que je vis dans la fiction depuis 40 ans, en étant dans le journalisme. C'est terrifiant. Pardon? J'ai fait 42 ans de journalisme, j'ai 65 ans. Non, vous avez raison que ça ne fait pas 42 ans que je sens ça, parce que j'en ai pas eu conscience au début. Mais depuis que j'ai... vous êtes la bienvenue, vous n'étiez pas là au début, j'ai raconté que j'ai passé quand même quelques années de ma vie au Proche-Orient. Depuis que j'ai vu le Proche-Orient, que je l'ai senti, je l'ai vécu. J'étais en relation avec des gens là-bas qui étaient des intellectuels. Hélas pour moi peut-être, parce que, mais au moins qui avaient des avis, qui émettaient ces avis. J'ai le sentiment que, oui, on ne nous dit pas tout à fait la vérité, mais en même temps, j'ai pas le sentiment non plus qu'on nous dit des mensonges tout le temps. Je suis pas en train, je vous dis, je suis pas révisionniste. Je ne suis pas en train de dire que tout est faux. Je dis simplement qu'en fait, tout est filtré. Tout est tellement aseptisé par le système des agences et l'économie que ça représente pour la presse, qu'à un moment donné, je ne vois pas où on peut encore dégager une vraie vérité. Pour le moment, on appelle M. Bachar el-Assad le boucher de Damas. On n'a jamais donné ce nom-là à M. Roosevelt, parce que lui, il l'a fait pour arrêter la guerre, mais il a envoyé 2 bombes, c'est pas lui, c'était Truman, mais 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki, et on a bombardé toute l'Allemagne pendant des mois, et c'était des civils aussi qui mouraient. Mais c'était nécessaire pour la guerre. M. Bachar el-Assad, lui, il n'a pas de nécessité. Pourquoi est-ce qu'il va encore essayer de faire fuir Daesh de sa ville de Damas? Je ne suis pas en train de le défendre, je dis simplement que il faut être franc et dire les choses. Il y a peut-être un boucher à Damas, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire. On ne juge pas de la même façon. Quand M. Sarkozy a envoyé des avions sur la Libye, ce n'était pas le boucher de Paris qui a envoyé des avions. C'était le président de la République française. Et je ne suis pas contre Sarkozy, je dis simplement qu'en fait, on a tendance à toujours créer le bien et le mal, à l'opposer, et à considérer que nous sommes le bien et que le mal est de l'autre côté. Et quand on intervient, nous, avec des avions, avec des bombes quelque part, nous sommes le bien, et eux sont le mal. C'est peut-être un peu simpliste ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Voilà, maintenant si vous voulez qu'on parle de, oui, de la prophétie...
je n'entends pas tout, excusez-moi. Oui, pour revenir aux gagnants, en sciences politiques, on dit que Trump aurait été accusé de crime de guerre. McNamara aussi. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est une chose qu'on connaît bien en sciences politiques. Ça va? Maintenant, avec le Moyen-Orient, il y a aussi, depuis l'Afghanistan, on le sait, les Russes avaient intérêt à continuer la guerre. Le Yémen, c'est une véritable tragédie dont on parle très peu, et vous parlez justement des puissances financières. Donc on a l'impression que tout le monde y gagne, sauf les civils. Oui. Donc quel est le contre-pouvoir qu'on peut avoir? Mais c'est une excellente remarque, parce qu'en fait, je ne voudrais pas être le pessimiste de l'Assemblée, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir pour moi. Peut-être que vous avez un autre avis. Alors, la théorie comme quoi, effectivement, le gagnant a gagné et le gagnant est le bon, oui, c'est un petit peu l'école de la police du monde qu'est l'Amérique depuis un certain temps. Maintenant, la France aussi a eu cette politique-là. Il y a très peu de pays qui l'appliquent vraiment de manière, l'Angleterre, mais moins. Enfin, le Royaume-Uni, pour être clair. Maintenant, le contre-pouvoir, c'est rare, vous m'interpellez avec le contre-pouvoir, parce que c'est justement une chose qui, pour moi, me paraît impossible. Dans la mesure où vous et moi, que pouvons-nous faire pour nous opposer à une décision militaire, par exemple, qui va se prendre, mettons en France ou en Belgique, contre un pays qui est rentré en guerre, lui-même, ce pays est entré en guerre, donc contre les factions rebelles, dans le cas de la Syrie. L'intervention, par exemple, de la France, comme ça a été suggéré à un moment donné en Syrie, servirait à quoi? Sinon, à faire des frappes chirurgicales et à aider les armées que l'on considère comme étant les armées reconnues par les États démocratiques, par l'ONU ou par l'OTAN, que sais-je, qui seraient légitimes à reprendre le pouvoir. Bon, d'abord, si je parle de sciences politiques, la seule légitimité qu'il pourrait y avoir pour l'instant, sauf à le faire passer devant le tribunal de La Haye, c'est de dire que l'armée de Bachar el-Assad est la seule qui est légitime, puisque les autres sont déjà des rebelles. À partir du moment où vous dites que les rebelles sont des rebelles, ce sont des rebelles. Oui, mais alors ce sont les rebelles légitimes. Après, il y a eu des spéculations. On a fait des études là-dessus, on a fait des analyses avec des journalistes qui ont risqué leur vie pour ça. Ah oui, mais les armes entre les mains de Daesh sont les mêmes que celles entre les mains des rebelles. Ce sont des armes donc qui sont fournies par des pays pseudo-démocratiques de notre côté. Donc on vend des armes aux rebelles et en même temps on essaye d'aider qui? Ben, les rebelles. Attendez, c'est quoi ce puzzle? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on joue aux échecs, il y a des blancs et des noirs. Là, subitement, tout le monde est gris. Vous voyez, c'est pour ça que je suis très pessimiste. Et vous m'interpellez, parce que c'est vrai, quelle est la solution à ça? Bon, c'est pas moi à la porter, mais quelle est la solution? Est-ce qu'on pourrait trouver une espèce d'éthique? On devrait la trouver à travers l'ONU. Mais l'ONU, c'est une assemblée représentant tous les pays, avec des majorités qui se distinguent de toute façon. Moi, mon livre raconte comment tout pète par l'ONU, hein, parce que c'est eux qui font évidemment pas le boulot. Hein. Mais tout pète, hein, ça va plus, parce que justement, ils ne peuvent même pas s'opposer à leur propre administrateur général, si qu'ils le font. Hein, si vous lisez le livre, à la fin, c'est l'apothéose, dans les mots. Mais au-delà des mots, que voulez-vous faire par rapport à des gens qui vendent pour 4 billions de dollars d'armes par mois? Ce qui représente un commerce énorme. Et nous ne sommes pas les derniers en Belgique. Je n'ai rien contre la fabrique de Herstal, mais enfin, nous fabriquons parmi les meilleures armes, du moins à pied, du monde. Et on les vend. On les vend, et on les vend à qui? Vous pensez vraiment que c'est M. Didier Reynders qui peut décider à qui on les vend? On les vend à des sous-traitants, qui eux-mêmes sont des sous-traitants de sous-traitants. Et puis ça finit par courir dans les mains de n'importe qui, ou en tout cas de ceux qu'on n'avait pas souhaités.
Donc moi je vois pas, tant qu'il y aura des armes, il y aura la guerre. Tant qu'il y aura des antagonismes, il y aura la guerre. Et on mélange les deux. Donc vous venez complètement de plomber notre espoir en posant cette question. Parce qu'il n'y a pas de solution. À moins que quelqu'un ait une suggestion. On est dans un débat entre nous, donc ce n'est pas très grave. Mais... Donc il faut rencontrer Bachar el-Assad et aller dire à Bachar el-Assad, tant que vous êtes au pouvoir, on va vous maintenir, on va vous aider à chasser Daesh et vous avez le droit de massacrer vos populations civiles à Damas. Parce que la diplomatie découle toujours sur une attitude à prendre. La diplomatie, on est d'accord, par exemple, admettons que Bachar el-Assad, jusqu'aux prochaines élections, reste là. Prochaines élections qui seront de toute façon organisées par lui, mais enfin bon, bref. Pas là pour le défendre, hein, c'est pas ça. Mais je trouve quand même que notre politique par rapport à Bachar, elle est quand même merdique. Hein, c'est quand même pas bien ce qu'on fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On négocie, donc on est d'accord pour négocier. Je suis d'accord avec vous, on s'est assis avec Staline à Yalta. On s'est assis à la table avec Staline, parce qu'on était obligé. On ne pouvait pas faire autrement. Roosevelt, Staline, vous imaginez Churchill, l'homme qui nous a tous libérés, qui nous a rendu la liberté, assis à côté de Staline et qui lui serre la pince. Pourquoi est-ce qu'on ne s'assierait pas à côté de Poutine et de Bachar el-Assad? Si Benjamin Netanyahou veut bien se joindre à nous, vous voyez, on peut effectivement imaginer ce genre de scénario. Il faut, mais après on aboutit à quoi? On donne la légitimité à Bachar pour continuer, ou bien on négocie avec lui des conditions qui permettraient d'arrêter? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre en Syrie? Pourquoi ça a démarré? Et l'Iran va être d'accord avec l'Arabie Saoudite? Ils vont être d'accord? On n'a plus qu'à faire des gelates, à manger des crèmes glacées ensemble. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, les intérêts sont tellement différents et tout le monde tire sa couverture. Dernièrement, j'ai entendu dire qu'il y avait un parti en Belgique qui se créait, je n'ai aucune opinion à émettre sur ce parti, mais qui était un parti qui voulait défendre les animaux. C'est ça, apparemment mignon au départ, mais je n'ai pas vu le programme, je ne sais pas. Et la théorie, c'est qu'à partir du moment où on a du respect pour les animaux, voire qu'on ne les mange plus ou alors très peu, ça rééquilibrerait l'économie mondiale. C'est pas faux, on sait très bien que si on mange plus de vaches, ben ça fait 240 personnes qui mangent à la place d'une vache. Ok, enfin, de là à mettre ça au point sur le plan international, c'est impossible. Enfin, même sur le plan national. Enfin, voilà. Alors, ça fait un peu... La diplomatie, c'est un petit peu... Oui, ça en va en guerre. Il en faut. Et moi, je ne demande pas mieux que là, en plus, avec le problème syrien, qu'il y ait des accords. Enfin, vous remarquerez une chose, c'est que depuis que M. Poutine s'en est mêlé, et je ne défends toujours pas M. Poutine, au contraire, dans mon prochain livre, je vais l'assassiner, mais bon. Mais depuis que M. Poutine s'en est mêlé, la guerre en Syrie, ça a été vite. Hein. Là, on est presque à la fin. Hein. Alors, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de bombardements. Mais enfin, M. Poutine, il a bien nettoyé. En tout cas, il a aidé Bachar à bien nettoyer. Alors, est-ce qu'on peut parler comme ça? On parle d'enfants, de vie humaine, d'hommes, de femmes et d'enfants civils. C'est horrible de dire ça. Mais la diplomatie, il l'a fait, M. Poutine. Qu'est-ce que Bachar lui a demandé? Des armes. Et donc, il s'entend très bien avec la Russie. Et pour quelle raison? Parce qu'il faut des ports. L'Attaquié. Le port de l'Attaquié, moi je suis allé plusieurs fois, je peux vous dire que c'est pas... Au départ, c'était un port touristique. On se baladait pour aller voir les anciens temples du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis alors là, maintenant, on va voir les porte-avions, enfin peut-être pas les porte-avions, mais on va voir des cuirassés. Ils sont tous sous les étendards de la CEI. Donc, la diplomatie. Madame nous a apporté une solution. Mais est-ce que... C'est vrai? C'est vrai, mais qui va aboutir à quoi? On a peut-être une école. Nous avons une école. C'est celle, effectivement, de 2 guerres mondiales en Europe qui ont, par la diplomatie, à un moment donné, enfin, après des millions de morts. Hein. Mais parce qu'on était un peu obligés, on était tous exsangues. Hein. Alors là, on a commencé à, oui, une fois on s'est réunis dans un wagon, et puis après on s'est réunis, voilà. Ok, on a fait de la diplomatie. Il était temps. Les Japonais, on n'a jamais tant fait de diplomatie qu'après Hiroshima. C'est terrible. Hein.
l'impression que j'ai encore plus peur en vous écoutant qu'en lisant mon final. Je pense qu'il manque des gens comme leaders. Il n'y a pas quelqu'un qui s'investit des leaders, il manque de leaders diplomatiques. Brel disait, pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité. Oui, pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité. Encore faut-il que cet homme soit dans l'abnégation, dans le souhait de sauver le monde pacifiquement, son pays d'abord. Ça existe, hein. Je ne dis pas que moi, tous pourris, c'est pas mon discours. Mais quels moyens a-t-il, ont-ils? S'il faut les mettre au pluriel, ont-ils? Quels moyens? Il faut des leaders de grande conscience politique et un peu utopistes. Mais, bah oui, je pense à Gandhi, par exemple. Ça, Obama qui a raté. Oui. Quand on compare les promesses électorales de M. Obama et son résultat, non, ça je ne dirais pas. Monsieur qui n'a rien fait, non. Mais beaucoup de ses projets ont été échoués. Est-ce que c'est à cause de lui, ou c'est à cause de la conjoncture, ou c'est à cause des autres? Est-ce que le président des États-Unis a tant de pouvoir que ça? Je ne sais pas. Il en a beaucoup plus que moi. Je ne suis pas sûr que le leader, comme le disait madame, ou les leaders, encore faudrait-il qu'on en ait subitement un nid de leaders qui débarquent et qui sont tous bien intentionnés, ce serait formidable. Donc finalement, cette conférence m'amène à dire que c'est utopiste de croire en la paix. Ou alors elle a été, si la paix a existé, ça a été dans les rapports de force. Et rarement dans le consensus. Les rapports de force. Je ne sais plus qui disait dernièrement, le rideau de fer est en train de se reconstruire avec la Russie, et c'est pas plus mal. Quand on réfléchit, oui, c'est pas plus mal, mais on a vu combien de fois, dans la paix, des pays commencent à se déchirer entre eux, de manière nationale, interrégionale. Je ne vais pas citer l'Espagne, pas non plus prendre parti là-dessus, mais dès qu'il y a quelque chose qui va mieux, bah, on trouve d'autres problèmes. Ouais, moi j'ai l'air un petit peu d'un témoin de Jéhovah qui annonce la fin du monde ici, mais c'est pas... mais je ne vois pas de solution. Et j'ai fait un livre très, très pessimiste, même si on rit, hein, on rit pas mal, on se marre même. Il a fallu que je crée un personnage qui est un peu à l'ouest, parce que sinon, pas possible de vivre tout ça. Et puis une histoire personnelle, une histoire biblique aussi, parce que on oublie parfois la vue panoramique des choses. Si on remettait en question des certitudes, on a cité tout à l'heure, on parlait d'Israël, par exemple Jérusalem. Voilà une certitude qu'il faudrait remettre en question. Mais alors de quel côté faut-il le plus se remettre en question? Ça, c'est pas moi qui vais intervenir, parce que déjà ça fait une guerre. Est-ce qu'il faut être pro-palestinien, pro-israélien, ou rien du tout, ou bien faire... Voilà. Si on remettait beaucoup de choses en question, nos croyances, nos certitudes, mais tout ça, c'est un travail. Il n'y a que Dieu qui pourrait faire ça. Pardon, monsieur? Dieu, c'est là. Ouais, ça, c'est encore un autre discours. Je ne vais pas faire une conférence sur Dieu, parce que sinon ce serait un petit peu plus long. Et je ne crois pas que je trouverais non plus les mots. Mais c'est vrai que la religion est quand même la base de beaucoup de... à la base, plutôt de beaucoup de divergences de vues et de haine, et très peu d'amour. Les religions se confrontent, et parfois même au sein même des propres religions, on se confronte. On établit toujours le problème des certitudes. Moi j'étudie beaucoup la philosophie, et je pense que la philosophie c'est d'être dans le doute. C'est le principe même de Sénèque, hein, le doute est la pensée. La pensée sans le doute n'est plus une pensée. C'est une certitude, à ce moment-là on ne pense plus. on sait. Je préfère... On croit aussi, ça c'était terrible, je crois. Moi je ne crois pas parce que je ne sais pas.
Je ne peux pas croire non plus, donc parce que je ne sais pas. Enfin, bon, bref, ça devient un petit peu des... Je ne vais pas remplacer Sénèque, oui, parce que Sénèque l'a déjà fait avant moi. Et je ne pense pas que mon éditrice m'éditerait un bouquin si je fais des phrases comme ça. Non, pardon. Voilà. Alors voilà, donc nous sommes devant la fin du monde et puis personne ne peut rien faire à part éventuellement de la diplomatie avec quelques leaders. Je ne me moque pas, madame, vous avez raison, hein, mais c'est vraiment... on est loin. Hein. Que faut-il faire? Il faut lire, beaucoup. On ne lit plus assez. Moins regarder la télévision. Beaucoup moins. La télévision, c'est une projection rapide. Je peux vous dire, j'ai fait 22 ans la télévision. C'est un truc. Dans la minute qui précède un journal, j'ai présenté le journal aussi, dans la minute qui précède un journal, on n'est pas sûr de ce qu'on va dire. Et on lit parfois un prompteur. Moi, je ne faisais pas de prompteur à l'époque parce que je suis un vieux de la vieille, mais il y a beaucoup de prompteurs. On lit ce qu'il y a sur le prompteur et on ne sait parfois même pas ce qui a été écrit dessus. Même si la plupart des journalistes essayent d'écrire avec leurs mots, il faut du temps pour ça. Il faut déjà avoir un sujet, ce qu'on appelle marbre, un sujet qu'on a déjà fait à l'avance, qu'on a préparé. Mais si une bombe éclate à Damas à 19h moins 5 minutes et qu'on doit l'annoncer, on est dans l'information pure, et puis on nous envoie un sujet, et puis on se rend compte que dans le sujet, on nous parle, je vais revenir dessus, mais le boucher de Damas. Oui, mais est-ce qu'il y a une corrélation? Oui, bien sûr, il y en a toujours, mais elle est tellement légère et on l'affirme tellement. Mais si, il y a plusieurs endroits en Syrie qu'on visite dans le bouquin, mais en fait, je vous rassure, je n'ai pas fait un bouquin sur Bachar el-Assad et sur la Syrie. Hein. Moi, je raconte une histoire où, effectivement, dans le passé, un apôtre, Jean, sur l'île de Patmos, aurait écrit une prophétie qui annonce que quelque chose allait bouleverser l'équilibre des foi, des croyances et des passions sur la terre. Et que ce quelque chose, ne pouvant pas le citer, il va l'appeler 666. Bon, 666, ok. Et en même temps, ça pourrait vouloir dire Trojan, l'empereur des Romains, ça pourrait vouloir dire 622, la date de l'Égir, ça peut vouloir dire plein de choses, mais encore, même si c'était vrai, ça ne veut pas dire que l'islam est la cause des problèmes que nous avons partout dans le monde. Ce sont aussi des récupérations. Qui a fait les croisades? Qui étaient les conquistadors? Au départ, c'était Rome derrière l'Inquisition, c'était pas le principe même d'être chrétien qui faisait qu'on était inquisiteur. D'ailleurs, combien de chrétiens n'ont pas souffert de l'Inquisition? Les croisades, je suis bien placé pour en parler, puisque j'ai écrit 3 livres sur les croisades. Au départ, notre national, qui n'était pas si national que ça, parce qu'il était français d'origine, mais Godefroy de Bouillon part en croisade. En fait, on lui dit qu'il faut aller libérer le tombeau du Christ. Il y voit une opportunité personnelle, politique, parce qu'il est affronté, il s'affronte tout le temps avec l'Allemagne, et puis il part. Et là-bas, il découvre ce que c'est qu'un musulman, il ne savait pas. On lui avait dit qu'il y avait les sectateurs de Mahom, qu'on disait à l'époque. Bon, oui, enfin, bon. Non, il rencontre des Turcs. Seldjoukides, serviteurs de Seldjouk, en l'occurrence musulmans. Et puis il fait la paix avec les Fatimides à Jérusalem et il est obligé de leur faire la guerre à cause des Turcs Seldjoukides. On est dans un scénario où finalement la première croisade en tout cas n'a pas été créée contre les Arabes. Il faut arrêter de dire des bêtises, c'est absolument faux. La première croisade a été dirigée contre des Turcs qui envahissaient l'empire grec de l'époque. Enfin, c'est comme M. Sarkozy qui a envoyé des avions en Libye. Hein. Il a été de libérer les armées rebelles. Et comme M. Bush qui a essayé de libérer l'Irak de M. Saddam Hussein. Je vous en cite d'autres, ou bien vous pouvez le faire vous-même. Hein. De toute façon, c'est ça qui est un peu ridicule dans cette politique, c'est qu'on fait du contre pour... C'est joli comme... on fait du contre pour... Voilà. Alors, donc, moi, l'histoire, c'est l'histoire de prophétie qui se trouve dans la Bible, puis on retrouve un manuscrit en araméen, parce que justement en araméen, les lettres ne s'écrivent pas encore en arabe, les chiffres ne s'écrivent pas encore en arabe, mais sont particulièrement distincts du texte alphabétique
ougaritien. Et on retrouve effectivement une différence. Alors là, on est face à un plus grand mystère encore en araméen, mais c'est vrai, on a vraiment retrouvé un texte en araméen. On a vu des fragments, de là à l'interpréter, et puis de quelle époque. Alors toujours, c'est comme la Bible, hein, les seuls textes qu'on possède d'origine, à part le livre d'Isaïe qui était trouvé à la mer Morte et qui ne date pas du tout de la période d'Isaïe, ou le texte de Matthieu qui serait au British Museum, il date de 50 à 55 à 100, je ne sais pas, avec le Carbone 14, après Jésus-Christ. En dehors de ça, on a les textes de Saint Jérôme et on a les textes des Grecs d'Alexandrie. Oui, eux-mêmes avaient déjà transformé les textes, les avaient interprétés. Alors, heureusement que c'est la parole de Dieu, parce que sinon, on ne sait pas de la parole de qui c'est. Hein. C'est quand même beaucoup de... On accepte l'Apocalypse en texte considéré comme biblique, canonique, 800 ans après. Et on invente l'Immaculée Conception pratiquement au XXe siècle. Non, c'est pas sérieux tout ça. Alors, partant de ce truc qui n'est pas sérieux, moi je me fais un plaisir de dire que les prophéties, ou la prophétie, elle est caduque de toute façon. C'est pas l'islam qui va détruire le monde, d'après la Bible. En tout cas, ce serait un peu facile de leur part de l'avoir dit. C'est pas non plus Godefroy de Bouillon qui était Jésus et le Messie qui a libéré la Palestine et le tombeau du Christ. C'est toujours des guerriers qui font la guerre à d'autres. Tous. Et tout ça pour des profits. C'était profitable, les croisades. Hein. 200 ans, on l'a occupé quand même. Oh, les soldats là-bas ont beaucoup souffert, mais enfin, tout est profitable. L'Inquisition était au service d'un système. Je ne veux pas... La Conquista, encore pire. Ben, si vous croyez être venu ici pour vous marrer, hein, vous devez être déçu, parce que c'est sûr qu'il n'y a rien de comique dans ce que je raconte, hein, ça c'est sûr. Mais le livre, si, on peut rire par moments. Ouais, par exemple, mon personnage, il est un peu alcoolique quand même. Il aime bien les femmes, il aime bien les grosses bagnoles. Enfin, on n'était pas venu à cette conférence pour parler de grosses bagnoles, de femmes et d'alcool. Donc je vous en parle très peu, mais dans le livre, il y a ça, il y a ce personnage un peu fantasque. Une chose auquel je crois aussi, mais là en tant qu'auteur de fiction, je crois beaucoup aux héros par accident. Je ne crois pas tellement aux vrais héros. Pourtant j'ai été bercé par Bob Moran et James Bond, mais je ne crois pas tellement ceux qui se battent et puis qui sont toujours coiffés et qui remettent leur cravate. J'y crois pas trop. Je crois plutôt qu'en fait, quand on est héros, c'est d'abord une question de circonstance et puis d'attitude, bien sûr. Si vous voyez un enfant qui se noie dans le canal, vous plongez, vous allez chercher. Enfin, c'est ce que tout le monde va dire, sauf si vous ne savez pas nager. Mais on l'est malgré tout, quoi. On n'a jamais demandé d'être d'à côté de ce canal au moment où l'enfant tombait. Donc je crois beaucoup aux héros qui ne le sont pas, des anti-héros, quoi, des gens qui deviennent héroïques parce qu'ils sont bien obligés, parce que il y a le feu dans une maison, on va essayer de l'éteindre, mais s'il n'y a pas le feu, on ne va pas essayer de l'éteindre. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le type d'homme que j'aime bien, ce que je suis d'ailleurs, un lâche en général, et puis courageux s'il le faut, mais le moins possible. Parce que courageux, ça veut dire que j'engage ma vie, que je vais prendre des risques, que je le ferai, je suis sûr que je le ferai, mais j'ai pas envie de me retrouver dans tous les incendies du monde et à côté de tous les enfants qui se noient. Le film de Clint Eastwood, pour le moment, qui fait polémique d'ailleurs, hein, les deux héros américains qui ont sauvé un Thalys. Qu'on veut interdire d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a une procédure. Comme l'a dit Clint Eastwood il y a 2 jours, si la justice française pouvait être aussi rapide que moi, lui, il a fait le film avant que la justice tranche, quoi. Voilà. Enfin voilà. Si vous avez une question, c'est le bon moment. Je ne sais pas si on arrive. Oui. C'est le quart d'heure académique. Merci madame. Maintenant, si vous partez, vous allez tous partir, je me pose la question moi-même. Allez-y. Oui, vous êtes journaliste, vous connaissez très bien la géopolitique, et là, vous vous intéressez aux écritures. Votre saut vient de quoi?
Votre intérêt, je pense qu'on peut comprendre votre intérêt par rapport aux Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais est-ce que vous pouvez expliquer votre démarche? Alors, je précise que de toute façon, dans ce livre, je n'ai pas une démarche journalistique. Ce livre est une fiction et la conséquence de 40 années dans le journalisme. Et pour répondre à votre question, je suis avant tout un passionné d'histoire. Et par l'histoire, dans l'histoire, je me suis plutôt dirigé vers l'Antiquité biblique. C'est-à-dire, pour être plus précis, la Babylonie, Babylone, la Syrie, donc la Syrie en un mot, et glissant jusqu'à la période romaine. Là, je m'arrête. Je suis encore capable de reconnaître une colonne corinthienne, mais pas au-delà. Je ne suis pas du tout un spécialiste. En revanche, tout ce qui concerne cette période. Donc, automatiquement, en m'intéressant à l'Antiquité biblique, j'ai été attiré par les vestiges de l'Antiquité biblique qui sont encore là. Enfin, en Syrie, il y en a plus beaucoup. Mais bon, j'ai été attiré à visiter Latakié, Palmyre, mais ça c'était un petit peu plus tard, Jerash, Petra en Jordanie, pas tous les cités, Jérusalem évidemment, et puis d'autres choses qu'on ne visite jamais en Israël malheureusement, mais c'est Timna, les colonnes du roi Salomon. Bon, en m'intéressant à l'Antiquité biblique, je me suis intéressé à la géographie de ces événements. Et quand vous dites géopolitique, ça c'est une conséquence de tout ce que j'ai vécu, parce qu'à force effectivement de se concentrer sur l'étude de ce que l'archéologie nous révèle en matière de souvenirs de l'histoire, on en arrive à se demander ce qui se passe maintenant. Je cite un exemple que tout le monde a vécu avec moi, c'est que quand Daesh a bombardé Palmyre, on était tous en émoi parce que voilà, il fallait intervenir. Ce sont des vestiges. Vous avez parlé du Yémen, fort à propos, puisque je suis allé la dernière année que je suis au Yémen, j'ai encore visité le temple de Marib, celui dit de la reine de Saba, dans le désert de Marib. Actuellement, ce temple n'existe plus. On a eu des survols en avion qui ont prouvé que tout a été abattu pour le même principe, toujours annoncé par les intégristes, et qu'il ne faut aucun vestige du paganisme. Alors donc, si ça répond à votre question, je suis venu à la géopolitique par le fait que l'archéologie, l'histoire et les sites que je visitais étaient des témoignages d'autres civilisations, et qu'actuellement nous avons des civilisations qui tentent de les détruire, et que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, non pas, mais mon possible pour les visiter. Mais absolument, je suis intervenu une fois politiquement en écrivant des lettres, donc je n'ai pas intervenu politiquement, j'ai écrit des lettres pour sauver le Apamé, parce que en tant que Belge, j'étais particulièrement intéressé au fait que c'était quand même les Belges qui avaient sauvé le temple d'Apamé. Bon, les nouveaux détruits, alors qu'on a tout reconstruit, mais alors comme des Lego, c'est pendant des années, nouveau tout a été détruit. Donc voilà mon intérêt au départ, les vieilles pierres, quoi, comme on dit. Mais j'aime aussi les vieux cognacs, c'est pour ça que je décris un alcoolique dans mon livre. Mais je ne sais pas lequel des deux je préfère. Un vieux cognac sur une vieille pierre, ça me va très bien. Voilà. Encore une autre question? Non? Oui? Vous avez quand même de l'espoir pour avoir la paix mondiale, quand même. Sinon, ce serait très désespérant, la vie. Non? Oui, oui. N'étant pas non plus complètement négationniste, je peux aussi avoir de l'espoir. Je ne suis même pas du tout négationniste. Non, ce que je veux dire, c'est que on s'y prend très mal. On s'y prend très mal pour le moment, mais je n'ai pas la sagesse, l'intelligence et le savoir, et ni le pouvoir certainement, de dire comment il faut s'y prendre. Mais on est quand même face à un véritable échec des civilisations. Donc là, j'ai pas beaucoup d'espoir. Je pense pas que c'est en forçant sur la foi et la ferveur qu'on va réussir quelque chose. Comme vous connaissez l'histoire, vous avez dit que vous connaissez l'histoire, parce qu'on dit dans l'histoire, il y a beaucoup de répétitions qui reviennent. Il n'y a pas de similitude dans
dans l'histoire. On va tous se suicider avant la C'est justement parce que j'ai une vision panoramique de l'histoire que je sais que ça va très mal se passer. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à ça Il faut que tout renaisse des cendres, mais il faut les cendres d'abord. dans l'histoire. Ah. Vous connaissez, vous, une civilisation qui a rebondi et qui a... Laquelle? Qui rebondit toujours. Ah oui, qui rebondit, mais... Ah, qui ne tombe pas. Nous autres- Ah oui. Moi, j'aimerais bien qu'on revive les 30 glorieuses, par exemple, ne fût-ce que dans nos pays. Mais quand on sait que les 30 glorieuses ont servi à appauvrir l'Afrique, je suis pas sûr que j'ai encore envie de le vivre. Nous avons une vision maintenant qui est une vision, hein, qui est générale de la planète. On sait ce qui se passe à Rio, on sait ce qui se passe dans les favelas, on sait ce qui se passe en Afrique, on sait ce qui se passe en Asie. Une société parfaite, ça n'existe pas, bien sûr. Moi, j'ai très tendance, mon prochain bouquin aura vraiment pour décor, d'une part, la Birmanie et la Thaïlande, parce que tendance à aller plutôt en vacances là-bas et puis à avoir envie peut-être, je ne vais pas dire finir mes jours, mais en tout cas d'y passer mes derniers jours, parce que finir, c'est un peu très pessimiste aussi. Quand on voit sur quoi est fondé, par exemple, l'équilibre actuel en Thaïlande, ça fait peur. Hein. C'est une junte militaire au pouvoir qui interdit les élections, même si elle prétend qu'elle va les donner. Hein, terrible. Et on a peut-être une paix provisoire entre les chemises jaunes et les chemises jaunes. Alors c'est quoi l'espoir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je serais presque en train de prôner la dictature. La dictature permet de maintenir la paix. Vous savez, il y a des hommes politiques qui ont souvent dit, oui, je citerai seulement un homme que j'ai beaucoup apprécié pour avoir un petit peu travaillé avec lui, pas en politique, mais à la mairie de Paris, c'était Jacques Chirac. Et il disait, le seul moyen de maintenir la paix dans les pays qui sont en proie aux ferveurs, c'est la dictature. Et il m'avait dit à l'époque, maire de Paris, si on enlève tous les dictateurs qu'il y a en Afrique du Nord et au Proche-Orient, on aura les frères musulmans et ce sera pire. C'était prophétique ça, hein, parce que c'est un petit peu ce qui se passe en fait. Hein. On a la chienlit maintenant qu'on n'a plus de dictateurs. Mais enfin, loin de moi l'idée de dire il nous faut des dictateurs, c'est pas possible de dire un truc pareil. Nous qui sommes les enfants d'après-guerre, on ne peut pas dire ça. Excusez-moi, on fait un dialogue. Hein, mais j'ai fini. Vous pouvez participer. Non, mais non, on a fini, malheureusement. On a fini. Une dernière. Non, bref, Pour la route. moi personnellement, je pense que la jeunesse est plein d'espoir. Par exemple, la jeunesse iranienne, on sont musulmans, mais musulmans modérés. C'est ça qu'on n'en parle pas. On parle des musulmans fanatiques, mais on ne parle pas des musulmans modérés. Si vous avez des origines iraniennes, je vais vous dire une chose. La chose qui m'a le plus frappé en Iran, c'est justement cette espèce d'esprit positif des jeunes, de cette jeunesse qui en fait a une rébellion, mais une rébellion positive en elle. Et oui, bien sûr, mais alors on parle de l'Iran. Alors on va dire oui, maintenant les femmes peuvent conduire en Arabie Saoudite. Oh, les choses progressent, je sais. Il y aura toujours ça. Je n'oserais pas faire cette conférence devant... Je vais vous dire quelque chose, les Iraniens sont partout. Ouais. Alors ça va se changer partout. Ah, alors si les Iraniens sont partout, alors ça va changer. Mais en tout cas, je n'oserais pas faire cette conférence. J'ai un petit-fils de 15 ans, j'aimerais pas parler comme ça devant lui. Mais je crois que... Je suis pas sûr que mon père a subi les camps. Et quand il est sorti, il était traumatisé, évidemment, et puis je suis venu au monde. Et il m'a beaucoup raconté ce qu'il a vécu là-bas. Et en disant ce qu'il disait sur les camps, il disait le peuple allemand est une grande nation. Ils ont été dupés. Et on va se relever de tout ça. Et eux, ils vont se relever, et ça deviendra nos amis. On va terminer sur cette pensée positive. Il y aura effectivement quelque chose qui va se passer. Mais je voulais simplement dire, même si j'écris des fictions, dans mes fictions, je sens qu'on va vers une fin de civilisation. En tout cas, occidentale. On verra sur l'Orient, mais occidentale. Mais quand on voit ce qu'était la Chine il y a 20 ans et ce qu'elle est maintenant, on se demande si c'est pas notre principal allié finalement. C'est ça qui est terrible. Le péril jaune est devenu la chance. Au niveau économique. Je ne parle pas des droits de l'homme, je ne parle pas de tout ça. Alors, soyons positifs. Moi, je ne le suis pas, mais soyons au moins positifs sur un fait, c'est que la nouvelle génération, et puis comme les Iraniens sont partout, la preuve, eh ben, on est sauvés.
Merci à tous. Merci.